Bonjour, je m'appelle Ville. Ça fait pas mal d'années que je me balade en Russie. Lors de mon dernier voyage, j'ai traversé le pays d'ouest en est, 6000 km le long de la côte arctique. Aujourd'hui, une nouvelle aventure m'attend, le Caucase. Aux infos, le Caucase apparaît souvent comme une région rude, agitée, déchirée par les guerres. J'ai décidé de parcourir cette région aux 1000 facettes et de découvrir l'âme du peuple caucasien. Bienvenue à Sotchi, en Karatchaïévo-Tcherkessie, en Tchétchénie, Ingouchie, Ossétie du Nord Alanie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. J'ai déjà vu des endroits incroyables dans ma vie, mais là, vraiment, ça dépasse tout. J'ai entamé mon périple il y a 6 jours à Sotchi. Dans le Caucase du Nord, j'ai traversé les républiques d'Adyguée, de Karatchaïévo-Tcherkessie et de Kabardino-Balkarie, toutes membres de la Fédération de Russie. Des paysages incroyables. Je suis au sommet de l'Europe! J'ai déjà eu un aperçu de l'hospitalité caucasienne, et pas des moindres. Si l'un de ces poulains te plaît, il est à toi. Je t'en fais cadeau. Merci. À la fin de l'épisode précédent, j'arrivais en Ossétie du Nord Alanie pour rejoindre l'Ingouchie et la Tchétchénie. Je commence ma journée avec un thé et une vue grandiose sur la montagne. Hier soir, un hélicoptère m'a conduit à cet hôtel situé près du village de Bliska. Mais la suite du voyage se fera sur les routes. J'en ai fini pour le moment avec les parties de voltige aérienne. Il faut reconnaître que c'est agréable aussi de voyager en voiture. On prend son temps, on traverse les villages de la région, on voit les maisons, ce qui pousse dans les champs, et on est aussi plus proche des gens, il faut le dire. Nous quittons l'Ossétie du Nord Alanie, direction l'Ingouchie. Cap au nord. Pour atteindre la frontière ingouche, nous traversons toute l'Ossétie du Nord Alanie. On vient de dépasser la capitale de l'Ossétie du Nord, Vladikavkaz. Bon, c'est vrai que c'est sympa la voiture. C'est pittoresque et tout. Mais je n'avais pas pensé à la qualité des routes. Elles sont sinueuses et cabossées. Ça avance très lentement. Ça fait des heures qu'on roule et on n'arrête pas de faire des bonds à l'arrière de la voiture. Si seulement je pouvais encore faire un bout de chemin avec l'hélico. C'est vrai que ça secoue aussi, mais on est quand même moins brinque-ballé dans tous les sens. Une insécurité diffuse pèse sur tout le nord du Caucase. Le mouvement islamiste radical revendique la création d'un émirat caucasien couvrant toute la région. Les affrontements et la violence y sont omniprésents. Chaque année, il y a des centaines d'enlèvements dans les montagnes. Les rebelles ne sont pas très nombreux, mais occupent régulièrement les médias. J'arrive à Beslan, la ville endeuillée par l'un des pires attentats que la Russie ait connu. Le 1er septembre 2004, un groupe terroriste a pris toute une école primaire en otage. On n'a pas pu établir avec certitude la nationalité des ravisseurs, mais ils exigeaient notamment le retrait des forces russes de Tchétchénie. La prise d'otages a duré 3 jours et des centaines d'enfants sont morts.
Voici le mémorial de la tragédie de Beslan. Il est en forme d'arbre. Les mères portent des enfants, victimes de l'attentat. Le symbole de l'arbre est très fort. Il représente la connexion entre la terre et le ciel. C'est pour ça qu'on l'a appelé la Cité des Anges. Tout parent, père ou mère, doit ressentir dans sa chair la douleur de ces gens. Les victimes sont les enfants, mais aussi leurs familles. Que leurs âmes reposent en paix. Officiellement, la prise d'otage de Beslan est l'œuvre de rebelles ingouches et tchétchènes originaires de la région même où je me rends. Plus les montagnes pointent à l'horizon, plus je vois de soldats armés montant la garde devant les habitations. Les camps des rebelles se trouvent essentiellement dans les montagnes. Nous voilà à la frontière de l'Ingouchie. Bonjour. Bonjour. Passeport ? Oui, passeport. D'accord. Bon, ils ont pris nos papiers pour les vérifier. Ils disent que ça peut durer un moment et nous conseillent d'en profiter pour faire une pause. Pourquoi sont-ils aussi pointilleux? Ils étaient avertis de notre venue. Quand on est arrivé, ils ont demandé si on était les Finlandais. Eh oui, c'est nous. J'espère que ça ira vite et qu'on va pas devoir palabrer pendant des heures. Nous sommes étonnés de la rigueur du contrôle. Mais il paraît que même les locaux ont besoin d'un laissez-passer. On n'a pas le droit de traverser la frontière avec cette voiture. On va devoir en changer. C'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est qu'on reprenne la route. L'essentiel, c'est que l'aventure continue. On n'entrera jamais tous là-dedans. C'est le monospace derrière la voiture. Aussi, réveille-toi. Au poste frontière, on nous a donné une escorte. Ces gars sont censés nous protéger. Ce qui est plutôt sympa. Je crois qu'on s'est arrêté pour prendre de l'essence. Ces petits imprévus, ça donne du piquant à l'histoire, non? J'imagine qu'on saura plus tard où on va exactement. J'ai un peu étudié les alentours et je réalise que ce drôle de truc, tout en épingle à cheveux là-haut, sans parapet ni rien, eh ben c'est une route. Et je crois que c'est par là qu'on va passer. Bon ben c'est reparti pour un tour de manège, hein. Oh, j'y crois pas. J'ai l'impression que ces fonctionnaires du gouvernement nous emmènent où ça leur chante.
Pas sûr qu'on ait une chance de voir l'Ingouchi authentique. Nous voilà en haut de la montagne. Il y a un télésiège là, et j'aperçois une dameuse. Ça doit être une station de ski. On va bien voir. On monte en télésiège. Pour aller où? Là-haut. Là-haut? Oui, on descendra après. On va manger là-haut. On va manger tout là-haut? Oui, ensuite on descendra tranquillement et je vous montrerai les environs. D'accord. Bon, il propose de monter en télésiège. Moi, ça me va. Il me semble bien que j'ai encore jamais fait ça lors des expéditions précédentes. C'est parti. On démarre à 1500 mètres d'altitude et on va monter 3000 mètres plus haut. Non, 300 mètres, je veux dire. C'est plutôt cool en fait. On n'est pas trop haut encore. On peut se rendre compte de l'altitude. Les oiseaux chantent, le soleil brille, il fait beau et il n'y a pas de vent. Dans ces conditions, c'est génial de découvrir le paysage en télésiège. Notre escorte nous emmène dans un restaurant au sommet de la montagne. L'aventure prend une tournure plutôt sympathique finalement. D'ici, le panorama est magnifique. Et en plus, notre guide connaît l'histoire du coin. Cette montagne a une grande importance historique, si j'ai bien compris. C'est la montagne de la table. Les anciens s'y réunissaient. Il y a un temple païen là-haut, le sanctuaire de Miatseli. Quel genre de célébration s'y déroulait? On y célébrait des rites païens. Mais nous ne sommes plus païens de nos jours. Nous pratiquons l'islam. Oui. On ne va plus là-haut maintenant. C'est juste un monument historique, une trace de notre passé. Ces constructions ont entre 1500 et 2000 ans. Vraiment? Oui, et elles sont toujours là. Mais même s'ils étaient païens, les Ingouches croyaient en un Dieu créateur unique. Nous pensions que les montagnes, les arbres, l'eau avaient tous été créés par un seul être. Ça faisait partie de nos croyances. D'accord. Intéressant. On y va? Oui. Après un bon repas, nous reprenons notre périple. L'Ingouchie est la plus petite des républiques caucasiennes de la Fédération de Russie. Le pays est célèbre pour ses tours, plantées un peu partout dans le paysage. Ces fortifications datent elles aussi de l'ère païenne, avant l'arrivée de l'islam en Ingouchie. Nous prenons désormais la direction du sud. Plus nous avançons et plus le paysage révèle sa beauté. J'aimerais bien rencontrer un berger ingouche. En route, je croise un villageois du nom d'Ali. Lui-même est un ancien berger. Il travaille au village maintenant. Ali. Enchanté. De même. Comme la voiture d'Ali est adaptée aux routes de montagne caillouteuses, je saute dedans. Nous continuons notre chemin sans escorte. Vous êtes surpris? Vous pensiez rencontrer un vieil homme? Vous n'avez pas d'idée précise. Dans notre culture, les anciens ne sont pas supposés rester bergers s'il y a des jeunes dans la famille. Les travaux pénibles et difficiles sont confiés aux jeunes, parce qu'ils les supportent mieux physiquement. S'il n'y a pas de fils dans la famille,
c'est au petit-fils de le faire. Comme ça, quand il commence à y avoir des enfants dans la famille, les plus âgés peuvent se reposer un peu. Ah oui, il passe le relais. Nous voilà arrivés. Le jeune berger n'a que 10 ans et garde les moutons depuis l'âge de 6 ans. Son petit frère et lui restent parfois jusqu'à 1 mois avec le troupeau. Comme il ne parle pas très bien russe, malheureusement, je continue d'interroger Ali sur les traditions ingouches. À quoi ressemble la vie ici? La vie, elle est joyeuse. Vraiment? Oui. Tant mieux. Du fond de mon cœur, je peux vous dire qu'à aucun autre endroit où je me suis trouvé dans notre pays, je n'ai rencontré la même joie de vivre qu'ici. Et pourtant, j'en ai vu des coins en Russie. Je peux même vous dire qu'il y a des différences entre les ingouches des villes et des montagnes. La différence, c'est qu'un citadin ne lèvera jamais le petit doigt pour vous aider, alors qu'un montagnard vous aidera sur le champ. Les gens les plus joyeux et les plus gentils que j'ai jamais connus, ce sont les montagnards. Un historien chinois dont j'ai oublié le nom a dit « Les Ingouches ont un code d'honneur que l'on ne peut comparer à aucune démocratie dans le monde. Même dans quelques siècles, il n'y aura pas d'égal. » Cette phrase date du temps où la route de la soie passait par là. Le mode de vie campagnard qu'Ali décrit ici repose sur le respect des traditions anciennes qui associent les vieilles coutumes tribales aux règles de l'islam. Je vais vous décrire une situation que vous avez peut-être déjà observée. Le père est debout et son fils, plus jeune bien sûr, est allongé sur son lit. Chez nous, c'est impossible. Quand un père ingouche est debout, aucun enfant ne reste assis. Surtout s'il reçoit chez lui. Tous les enfants doivent se lever ou changer de pièce. La question ne se pose même pas. Et quand le père et ses invités sont assis autour de la table, son fils ou sa fille n'a pas le droit de s'y asseoir. On sait bien qu'on peut recevoir Internet partout actuellement. Imaginons, le père est au travail, la mère à la cuisine. L'enfant, que fait-il? À la fois rien et tout ce qu'il trouve sur Internet, pas vrai? La culture qu'on honorait fidèlement auparavant est en train de disparaître. Le plus difficile dans la vie, c'est de bien comprendre ce que dit son corps. Car il ne faut surtout pas l'écouter. Jamais. Attendez une minute, j'aimerais comprendre. Pourquoi ne faut-il pas écouter son corps? Parce qu'il va vous dire « Allez, mange ça, ce sera bon pour toi ». Il vous dira « Reste couché un moment encore, qu'est-ce que ça peut faire? Ne te lève pas ». Oui, c'est vrai. Votre corps est votre pire ennemi. Il faut toujours agir avec raison. Se demander quel effet ça produirait sur quelqu'un d'autre, se mettre à sa place et se présenter de la meilleure manière qui soit. J'aimerais interroger le jeune berger sur sa vie de tous les jours. Ali a promis de me servir d'interprète s'il ne comprenait pas mes questions. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Je ne peux pas lui dire ça. C'est pas une question à poser? C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il doit le faire, que ça lui plaise ou non. Il n'a pas le choix. Ah, je vois. S'il est nécessaire qu'il le fasse, si un aîné lui a dit de le faire, nous ne pouvons pas remettre ça en question. Ah, ok, je suis désolé. C'était pas une bonne question. Ce n'est pas un reproche, mais son cerveau ne fonctionne pas comme ça. Donc, je ne vais pas le lui répéter. Je comprends. Je me sens bête. Je tente de me limiter à des questions plus concrètes sur son quotidien pour ne pas le mettre mal à l'aise. Tu n'as pas peur ici? Non?
T'es un gars courageux. Et si un loup venait jusqu'ici, que ferais-tu? Il y a les chiens. Les chiens? Ils le chasseraient, c'est ça? Même si un loup venait ici, vous ne verriez pas la moindre peur dans ses yeux. Vraiment? Même si c'était un ours. Je pense qu'il n'aurait pas peur une seule seconde, car il connaît tout ça. Il sait comment ça se passe. Ça ne lui fait pas peur. C'est vraiment impressionnant. Ok, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Ce jeune garçon est drôlement silencieux. Je pense qu'on lui a appris à toujours garder son avis pour lui. C'est son éducation. L'enfance a l'air vraiment très courte ici, quand on voit que ce gamin est responsable de 1900 moutons. Le voyage continue. Il nous reste pas mal de route à faire en montagne avant de rejoindre la capitale Ingouche. On s'est fichu de moi une fois de plus. Quand j'ai demandé combien on avait de kilomètres devant nous avant d'arriver à destination, on m'a dit « C'est pas loin, 30 kilomètres seulement ». J'aurais dû me souvenir que sur ces mauvaises routes, sans aucun revêtement et tout en virage, on faisait du 15-20 km/h maxi. Là, je vous laisse imaginer combien de temps on va mettre pour faire ces 30 fichus kilomètres. Quelques heures plus tard, me voilà dans la plus petite capitale du Caucase. Magas compte à peine plus de 4000 habitants. J'ai décidé d'aller voir ce qui s'y passe le soir. Je ne m'attendais pas à ça. Un groupe de jeunes qui sautent partout et font toutes sortes de figures. J'ai bien envie de discuter un peu avec eux. Qu'est-ce que vous faites là? Ça s'appelle comment, ces enchaînements? C'est du parcours. Parcours? Oui. Et en quoi ça consiste? Vous vous retrouvez dans la rue, comme ça? Oui, quand on n'est pas à l'école ou au boulot, on vient ici pour s'entraîner. Tous ceux qui le veulent peuvent se joindre à nous. On leur apprend comment faire, on leur montre tout. Et comment font les gens pour vous trouver? Vous mettez des annonces? Non, on ne met pas d'annonces. On poste juste nos vidéos sur le net. Ah, vous êtes sur YouTube? Oui, on met nos vidéos sur YouTube et les réseaux sociaux. Et les jeunes qui sont intéressés nous contactent quand ils ont envie de se joindre à nous. Pourquoi fais-tu du parcours? Je sais pas. J'ai toujours aimé les films d'action. J'ai vu ceux de Jackie Chan et c'est là que tout a commencé. Ah oui? On fait pas que des sauts. Certains font du sky jump, d'autres grimpent. On étend sans cesse nos compétences. On fait des trucs extrêmes. Le parcours reste la base et à partir de là, on développe. Pourquoi extrême? Vous pourriez aussi vous retrouver là pour lire des bouquins. On n'est pas les seuls jeunes dans cette république. Il y en a qui lisent aussi. D'accord. Sur le net, on a posté une vidéo pédagogique qu'on a tournée ici. C'est des conseils pour vivre sainement.
Ah bon? Explique-moi ça. On s'adresse aux jeunes. On essaie de les aider à arrêter de boire ou de fumer, ce genre de choses. C'est un problème dans cette ville, chez les jeunes? Je ne dirais pas que c'est un problème, mais il y a toujours des moutons noirs dans une famille, comme on dit. Certains jeunes sont comme ça. Oui, c'est vrai. Et votre religion ne le tolère pas. Ni notre religion, ni la mentalité Ingush, en fait. Ce n'est pas toléré du tout. Tu veux dire que c'est pas votre truc? Non, on ne fait pas ça. Ok. Et tes parents, ils sont fiers de ce que tu fais? Au début, Est-ce qu'ils comprennent cette activité? ils pensaient que ça n'avait pas de sens. Ils disaient « Hé, tu es adulte, pourquoi tu sautes comme un cabri dans la montagne? C'est la ville ici. » Mais au bout d'un moment, ils ont commencé à voir le résultat. Et quand ils ont vu le nombre de jeunes qui m'imitaient, ils ont commencé à être fiers de moi et à comprendre pourquoi je faisais ça. Tu sais, je me suis beaucoup rebellé contre mes parents dans ma jeunesse. Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais avoir des opinions différentes. Alors, même si j'étais d'accord avec eux, je disais le contraire. Ça t'arrive d'avoir ce genre de pensée, de t'opposer à tes parents, ou tu prends sur toi? Là où on vit, comment dire, c'est comme ça qu'on est éduqué, c'est ancré en nous. On ne peut pas réagir comme ça. Je vois. L'Ingush, quel qu'il soit et où qu'il vive, a le devoir d'écouter les anciens. Tout ce que nous sommes nous vient des générations précédentes, de la mentalité Ingush et de l'islam. D'accord. Du sport, des copains, une hygiène de vie équilibrée, la jeunesse urbaine ne semble pas mener une existence aussi malsaine qu'Ali le villageois voulait me le faire croire. Ismaël écoute ses propres besoins tout en respectant les traditions culturelles et religieuses qui sont les siennes. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous montrer ce que vous faites. Continuez les gars, c'est vraiment super tout ça. C'était sympa de discuter avec vous. Je le pense vraiment les gars, vous êtes super. Merci. Continuez. Merci. C'est vraiment génial ce truc. Nous quittons l'Ingushi pour la Tchétchénie et Grozny. J'ai entendu dire que cette ville a été reconstruite grâce à des subventions. Il paraît aussi que l'ordre public a été rétabli. Mais il y a peu de temps encore, la guerre faisait rage là aussi. Nous y serons bientôt. Mais apparemment, nous avons de nouveau le même problème. Notre chauffeur ne peut pas traverser la frontière avec sa voiture. Il faudra encore en changer. Notre prochain chauffeur a appelé plusieurs fois, tout énervé, pour savoir où on était. Je ne comprends pas pourquoi il est si pressé. Pour une raison que j'ignore, on doit y être au plus vite. On saura ça bientôt. Nous sommes arrivés à la frontière tchétchène et nous avons fini par retrouver notre nouveau chauffeur qui était là depuis 5 heures à cause d'un malentendu. J'avais entendu dire que ce passage de frontière pouvait être très long. Je m'étais préparé mentalement pour une nouvelle et interminable présentation de papiers et autres laissez-passer. On vient de passer la frontière. Je dirais qu'on allait au moins à 40 km/h au moment où on l'a traversé. Alors comparativement au reste, c'était du gâteau. D'ailleurs, il est temps de tordre le cou à quelques préjugés sur ce pays. Pour commencer, si vous pensez que toutes les routes sont pleines de trous à cause des bombes, eh ben je vous dirais que l'autoroute à 4 voies sur laquelle on roule actuellement est en meilleur état que n'importe quelle autoroute en Finlande. Nous voilà en route pour Grozny, la capitale.
Cette ville est en pleine expansion. Il y a des chantiers partout, plein de bâtiments neufs. On reconstruit à tour de bras après la guerre. Notre chauffeur nous a d'ailleurs expliqué que beaucoup de gens quittaient les autres républiques pour s'installer en Tchétchénie. C'est qu'on a besoin de main-d'œuvre de qualité ici. La ville évolue très rapidement. Et comme les salaires sont plutôt intéressants, les candidats sont nombreux. On approche enfin de la capitale. Je pense qu'on ne va pas tarder à y arriver. C'est quand même mieux pour mon vieux dos de rouler sur une route régulière comme celle-là. La Tchétchénie a connu 2 guerres en 20 ans. Depuis 2000, la paix est revenue. Le président Ramzan Kadyrov s'est concentré sur la reconstruction de la capitale. Même si je le savais, je ne m'attendais pas à ça. Grozny est l'une des villes les plus propres que j'ai jamais vues en Russie. Pour me familiariser avec la culture tchétchène, je vais commencer par son histoire. Direction la bibliothèque. La Bibliothèque nationale de Grozny est ouverte depuis peu. La précédente a été détruite pendant la première guerre de Tchétchénie avec ses 2 millions de livres. Je suis accueilli par Sotsita, la directrice. Les voilà, il y en a beaucoup. Ce sont des photos... Des photos de la ville, oui. Ce sont des clichés de l'ancien Grozny. Mais sur certains, apparemment, on peut voir la ville juste après la guerre. Tenez, regardez celle-là. À l'époque soviétique, ça s'appelait la République de Tchétchénie-Ingouchie. Oui. Voilà ce qui nous reste de ce temps-là. C'est moi qui les ai rassemblées. Où les avez-vous trouvés? On m'en a apporté certaines. Les autres, je les ai faites moi-même. Quand la guerre a été finie, je suis allée voir les maisons rasées par les bombes et j'ai tout photographié. Ah ouais. La ville a beaucoup changé, c'est sûr. Ces images de guerre sont stupéfiantes. On a bien du mal à imaginer que ces photos de la ville en ruine datent d'il y a 10 ans seulement. Après la première guerre de Tchétchénie, en 1995, Grozny était la ville la plus détruite du monde, après Dresde et Stalingrad. Après la seconde guerre de Tchétchénie, elle était et reste à ce jour la ville du monde la plus démolie par une guerre. Et si je me souviens bien, ces 2 guerres ont détruit au total 5639 bâtiments administratifs. Ce sont les conséquences de la guerre. Regardez celle-là. C'était l'un des plus beaux bâtiments de Grozny avant la guerre. C'était la bibliothèque. On nous l'a détruite. Et voilà à quoi elle ressemblait avant. On ne l'a pas reconstruite. Après les bombardements, tout ce qu'il en restait, c'était cette colonne. Celle-là n'existe plus non plus. Voilà à quoi la ville ressemblait à l'époque. Et les médias occidentaux ont tendance à nous faire croire qu'elle est toujours dans cet état. C'est le musée régional, Sotsita? Oui, c'est ça. Cette photo illustre bien l'état de dévastation dans lequel la ville se trouvait. Alors que les bombes avaient déjà tout réduit en miettes, les forces attaquantes ont décidé d'incendier les maisons bombardées. La ville a non seulement été bombardée, mais entièrement brûlée. Le but était apparemment que plus personne ne puisse y vivre. J'imagine qu'ils voulaient tout simplement rayer Grozny de la carte. J'en ai parlé à différentes personnes. Je leur ai demandé pourquoi on avait fait ça. Mais les gens parlent peu de la guerre. Ils n'en ont pas envie.
Ils préfèrent passer à autre chose, plutôt que rester englués dans leurs souvenirs. Et je peux les comprendre. En même temps, le devoir de mémoire, c'est important. Il faut se rappeler ce qui s'est passé pour le raconter aux générations futures. C'est probablement la tâche que s'est fixée la bibliothèque. Je suppose qu'ils vont organiser une présentation de ces photos, une exposition. Nous devons nous souvenir de l'histoire sans rester accrochés au passé. Je voulais aussi vous dire que Grozny a été récompensé en 2009 à New York pour sa reconstruction éclair. ONU Habitat, le programme des Nations Unies pour les établissements humains, lui a décerné un prix pour la meilleure réhabilitation après un conflit armé. Jamais une ville dans l'histoire ne s'était reconstruite aussi vite. La nuit, Grozny prend encore un tout autre visage. Je ne peux que m'émerveiller. Cette ville va de l'avant. C'est indéniable. Le lendemain, la visite de la mosquée est au programme. J'ai rendez-vous avec un imam. Je vais voir s'il est là. L'imam m'a promis de me montrer sa mosquée. C'est la plus grande d'Europe. Elle peut accueillir jusqu'à 10 000 fidèles. C'est magnifique. Notre mosquée est appelée Cœur de la Tchétchénie. Ce lustre est en cristal de Swarovski. Il symbolise le premier lieu saint de l'islam, la Kaaba. Celui-là, là-haut, représente le deuxième lieu de pèlerinage de l'islam, la mosquée du prophète à Médine. C'est une réplique exacte. Oui. Et voici le troisième lieu sacré. C'est Jérusalem. Là-haut, c'est la tribune d'où le muezzin appelle à la prière. Et les femmes ont leur balcon? Oui, les femmes se regroupent au balcon pour être plus sereines. Elles ne sont pas bien au milieu des hommes. Elles montent là-haut pour s'isoler et se consacrer à la prière. Combien de fois un fidèle doit-il venir à la mosquée, s'il le peut? Plusieurs fois par jour? Un fidèle prie 5 fois par jour. Ça fait 5 prières. Par jour? Oui. Il doit essayer de se rendre à la mosquée autant que les circonstances le permettent. S'il n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Mais s'il le peut, c'est d'autant mieux. La prière collective, c'est mieux que la prière solitaire. Pour quelle raison? À la mosquée, les gens font connaissance. Ils discutent, entendent parler des problèmes du monde extérieur, voient d'autres personnes, les saluent. Tout ça renforce la communauté. Mais s'ils ne prient pas, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne pardonnent pas, tout s'accumule là, dans le cœur. Tout le négatif reste à l'intérieur. Or, il faut que ça sorte. Je vois. Je me sens léger, paisible. Je suis surpris d'apprendre que cette mosquée se dresse à un endroit où les musulmans étaient persécutés sous Staline. En URSS, la pratique de l'islam était interdite. La religion était bannie. Elle l'avait toujours été jusqu'ici. Mais tout le monde était croyant, malgré tout. Je me souviens qu'à l'époque soviétique, tous les enfants allaient à la mosquée et s'efforçaient de participer aux événements religieux. C'est pour ça que... Il était interdit de prier, mais on priait quand même. Le jeûne était interdit, mais même les écoliers jeûnaient. Tout était fait pour empêcher les croyants de faire le ramadan, de prier. On les chassait ou on les éliminait.
Néanmoins, chaque musulman s'efforçait de continuer à jeûner, à prier et à recevoir son éducation morale. C'est comme cela que la religion a pu être préservée. Si elle avait été détruite, alors nous n'aurions pas pu la ressusciter aujourd'hui. L'imam insiste sur le fait qu'actuellement, chacune des 4 grandes religions du monde est enseignée en Tchétchénie. Mais la plupart des Tchétchènes sont musulmans. Et la séparation officielle de l'Église et de l'État n'empêche pas de nombreuses collaborations. L'imam m'explique que le président tchétchène, Ramzan Kadyrov, est très respecté et qu'il favorise l'essor de la culture musulmane. La grande mosquée de Grozny s'est construite avec son aide. Je lui demande si les musulmans se sentent liés aux caucasiens d'autres confessions religieuses et ce que ça veut dire pour lui, être caucasien. Le caucasien est un homme qui aime recevoir. Il respecte ses aînés et n'oublie jamais ses ancêtres. Peu importe qui il est. J'insiste, peu importe qui il est. Pour finir, je voudrais dire que de nos jours, beaucoup de gens voient aussitôt les terroristes, les kamikazes, quand ils pensent à l'islam. Tout ça, c'est derrière nous maintenant. Le vrai musulman, le véritable islam, aspire à la paix dans la vie des gens. Il aspire à ce que les gens puissent aller travailler le matin, rentrer chez eux le soir, élever leurs enfants, aller tranquillement à la mosquée, étudier et s'instruire. Il souhaite que les gens vivent en paix. C'est ça, le véritable islam. Je comprends. Ces quelques jours passés à découvrir la culture musulmane à la campagne et en ville m'ont permis de me faire une opinion sur l'islam en Ingouchie et en Tchétchénie. On peut y rencontrer des déviances extrémistes, comme dans d'autres religions, c'est sûr. Malgré tout, ces gens me semblent mener une vie paisible. Sur le parvis de la mosquée, des enfants jouent ensemble sans se soucier de leur religion respective. Et c'est formidable. Ce soir, l'appel à la prière résonne différemment à mes oreilles. À la lumière de ce que je viens d'entendre, il devient le symbole de la communauté, du respect des traditions et des ancêtres. Une invitation au calme, un petit moment dans la journée consacré à l'intérêt général. Dans le prochain épisode, je visiterai la campagne tchétchène. La vie est belle sur ces sommets. Bienvenue à Itumkale. Puis la Géorgie dans le Caucase du Sud.